Eh bien, bonjour Virginie, comment vas-tu? Très bien, bonjour Jean-Christian. Bon, bah écoute, pour les auditeurs et les spectateurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Moi, je suis quelqu'un qui, dans un premier temps, ait choisi d'être heureuse dans la vie. Voilà, si on devait me trouver une caractéristique avant de dire ce qu'on fait, qui je suis, alors non pas une jeune femme, une femme de 51 ans, voilà, maman de deux filles et plus largement d'une famille recomposée avec cinq enfants, qui a eu le bonheur de me recréer ma vie et d'avoir un magnifique compagnon depuis 3 ans. Et tout ça, ça a écrit toute une histoire avec en effet un fil conducteur aussi professionnel dans l'épanouissement, parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'être dans le plaisir dans ce que je fais, d'avoir découvert qui je suis, ce pourquoi je suis fait et ce que j'ai envie de faire. Et s'il y avait un mot pour caractériser bien mon activité, eh bien, c'est l'animation. Et donc, dans la vie, eh bien, j'aime animer des réseaux, j'aime animer des événements essentiellement. Et puis aujourd'hui, j'anime bien des séjours également pour des personnes et en affinant qui je suis. Le mot maintenant qui me caractérise, c'est de permettre à un maximum de personnes d'aller dans leur métamorphose et de faciliter la transformation de chacun en grandissant, en se rencontrant essentiellement. Voilà comment je peux essayer de me présenter aujourd'hui. Et donc, si on va concrètement dans ton métier ou dans tes métiers, parce que tu as plusieurs métiers, est-ce que tu peux me parler un petit peu, nous parler un peu de ce que tu fais, comment tu le fais, et puis après, on reviendra sur les grands principes que tu appliques, parce que ce que j'adore dans la façon dont tu fonctionnes, c'est que tout est interconnecté et qu'en fait, tout nourrit tout, en fait. C'est exactement ça. Et plus le temps avance, en fait, et plus l'ensemble des différentes activités que je fais viennent converger vers cette fameuse notion d'ailleurs de métamorphose dont je n'aurais pas du tout parlé il y a encore un an. Parce qu'on est sur un chemin et qu'on progresse et sur une activité. Ce qui est chouette, c'est comment un jour on découvre qu'on est fait pour quelque chose qui nous plaît. Moi, l'animation, j'étais pas du tout partie là-dessus. D'ailleurs, si quand j'étais jeune, on m'aurait demandé ce que j'allais faire, je n'aurais pas imaginé. Et puis, la vie a fait qu'à un moment donné, j'ai eu animé une communauté sur les tout débuts du digital, quand on commençait à créer des forums, etc. Je travaillais dans une chambre de commerce et où je devais fédérer tous les acteurs de la création d'entreprise. Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne comme dans mon cerveau. C'est-à-dire que c'est une question de maillage. On met les personnes en interconnexion les unes avec les autres et elles vont échanger. Et c'est de ça que naît quelque chose. Donc, moi, la notion du collectif, elle est fondamentale pour moi. L'intelligence collective, on n'en a jamais autant parlé que maintenant et ça me va très, très bien parce que c'est ce en quoi je crois. Et j'essaie de permettre ça. Donc effectivement, mon activité aujourd'hui, une activité qui a évolué parce qu'au début, ben, comme je disais, hein, je commence dans une chambre de commerce localement sur un territoire. Et puis progressivement, ben, les personnes, elles sont un petit peu partout. Arrive le Covid. Physiquement, on peut plus. Bah, je me retrouve à aller sur le digital et le digital ouvre. Et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est quand on parle de réseau, c'est qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Et donc, c'est une activité, et je vais la décrire dans quelques instants, qui me permet d'être développée sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça que j'adore, c'est que toutes les connaissances que j'ai, elles sont un petit peu de partout. D'ailleurs, toi, tu n'es pas du tout dans la même région que la mienne. Voilà. Et puis, ce qui va nous relier les uns aux autres aussi, c'est nos centres d'intérêt. On a eu le bonheur de se connaître notamment à la FCP, qui est l'Association française des conférenciers professionnels. Et c'est rigolo comment on arrive à un endroit où moi, je suis allée au départ parce que j'avais un projet de conférence, mais je ne suis pas du tout conférencière. Enfin, quelqu'un me disait il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais ça viendra peut-être. Voilà. Et en fait, à la base, je suis maîtresse de cérémonie. Alors, c'est quoi? Maître de cérémonie, bon, ne cherchez pas sur Google parce que vous allez finir chez les pompes funèbres. Parce que c'est un vrai métier et c'est celui-là que connaît Google. Mais pour autant, voilà, ça peut être médiateur, facilitateur, présentateur, animateur. C'est tous ces métiers-là qui fait que dans l'événementiel notamment, et moi j'ai choisi la voie parce que j'en suis issue du monde économique. Donc j'interviens sur des événements. Bah, ça peut être des conventions d'entreprise à grande échelle, hein, quand vous avez des organisations ou des entreprises qui ont besoin de rassembler une fois par an leurs milliers de salariés. Eh bien, on bâtit ensemble
ensemble 7 journées de convention avec le comité stratégique, par exemple. Ça peut être des assemblées générales. Là, j'en prépare une sur un cabinet d'expertise comptable qui va fêter ses 70 ans. C'est comment on fait vivre et on laisse une empreinte, un temps anniversaire qui relie les gens et qu'est-ce qu'on va bâtir ensemble. Moi, je suis une grande créative, hein, donc j'aime beaucoup imaginer des choses nouvelles. Ça peut être des remises de prix. Je fais énormément de remises de prix pour les banques, beaucoup. Donc la célébration, là encore, de personnes incroyables qui ont une manière de déployer leur activité, qui ont été ingénieux, qui ont fait, dont on peut souligner les valeurs. Enfin voilà, donc mettre en valeur et en lumière les personnes. Ça peut être au travers de tables rondes. Cette fois-ci, ce qui est mis à l'honneur, ça va être un sujet, une thématique, et qui va être complètement développé au travers d'intervenants avec des regards complètement différents, des témoignages, des experts. Voilà. Donc sur la partie événementielle, c'est quand même vaste. Ça peut être aussi des cérémonies de vœux. Voilà, j'ai pour habitude chaque année, depuis quelques années, d'aller à Marseille. C'est plutôt chouette, voilà, faire la célébration des vœux de la mairie. Donc ça, c'est un pan qui est vraiment autour de l'événementiel. Et à côté de ça, il y a l'animation de réseau. J'ai mis les pieds dedans, là encore, un peu par hasard. C'est toujours une question de rencontre. À un moment donné, on a une intention qui nous arrive, une envie, puis on rencontre quelqu'un et on va creuser, on tire le fil. Et puis j'ai déployé une dizaine de groupes de dirigeants sur mon territoire. J'ai trouvé ça très chouette. Et puis bon, il se trouve que l'aventure s'est arrêtée. Mais une page qui se ferme, c'en est une autre qui s'ouvre fatalement. Et puis, depuis 3 ans, donc là, moi, j'ai intégré depuis 4 ans. Alors, je ne sais pas si on peut nommer les réseaux ou pas, hein. J'ai développé d'abord des groupes BNI. J'étais plutôt dans le business, voilà, sur le territoire. Ensuite, j'ai eu l'opportunité au moment du Covid de créer un club APM qui n'a absolument rien à voir. Cette fois-ci, c'est dans un univers plutôt apprenant, sur un autre profil de dirigeant. Et avec l'opportunité quelques mois plus tard d'être ce qu'on appelle référent région. Donc là, je coordonnais 40 clubs de dirigeants sur l'Aquitaine, le centre et l'Auvergne. Une expérience très, très riche parce que c'était plus de 800 dirigeants. Et là, on est sur des profils plus grand. Et on a c'est un observatoire incroyable de notre monde économique et de voir un petit peu comment les choses évoluent. Donc cette animation-là, puis en passant par, puisqu'on citait le Covid tout à l'heure et qui finalement pour moi a été vraiment un point de levier en termes de bénévolat à ce moment-là, parce que j'ai toujours eu aussi à cœur de toujours contribuer à des causes. Donc et là les réseaux, Dieu sait qu'ils ont besoin de bénévoles parfois pour fonctionner. Donc, j'ai pendant quelques temps été marraine pour Entreprendre pour apprendre, un super réseau pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Voilà, notamment. Donc, ça, c'était une très belle expérience. Puis après, il y a eu la Ligue des optimistes de France, parce que peut-être aussi, je parlais de bonheur en introduction, mais mon fil conducteur, c'est l'optimisme, qui est une vraie ressource. Souvent, on nous dit, ouais, mais toi, c'est normal, tu es optimiste, ça réussit. Non, c'est plutôt l'optimisme qui est ma meilleure ressource pour réussir à faire que. Voilà, donc j'ai eu, tout en étant d'ailleurs toujours déléguée sur Clermont et l'Auvergne, en même temps, j'ai fait la coordination des 50 délégués, voilà, sur la France pendant plusieurs années. Et puis aujourd'hui, eh bien, ce sont des conventions aussi, hein, dans nos missions. Et donc, j'en ai une qui se termine. Et donc, de nouveau, une page blanche pour continuer et avec encore plus de conviction sur l'animation de réseau, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et puis, je crois simplement que voilà, j'ai travaillé sur mon ikigai et mes compétences, mon savoir-faire vont au service des dirigeants et des réseaux. C'est voilà, comme ça que je m'épanouis. Voilà, donc les deux pans d'animation de réseau et d'animation événementielle. Je suis peut-être été un peu longue, mais du coup, je t'ai fait le schéma complet. Bon, bah écoute, super parcours. C'est bien. Alors, tu me parlais du métier de MC. Euh, j'ai vu des événements où il n'y a pas de MC. À ton avis, ça apporte quoi d'avoir un MC? Je vais me référer à une phrase du public, en fait, qui, à la fin d'un événement que j'ai animé, donc ils ont découvert un événement avec MC, ils viennent me voir et la première chose qu'ils me disent, en fait, il y a deux choses. La première, c'est, waouh, j'ai pas vu le temps passer, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de fluidité, d'une part, et il y avait du contenu, et il y avait beaucoup de choses. Et la deuxième, c'est, ah, mais c'est un vrai métier. Et oui, c'est un vrai métier. Et la différence, et je l'ai testé à l'occasion d'une table ronde qui s'est jouée 2 fois,
où je pouvais pour une date et pas pour l'autre. Et pour autant, j'avais un public commun. Et c'est ça. Je crois que la clé, c'est la préparation, la valorisation du temps. C'est-à-dire que on prend pas le temps d'un échauffement, on va droit au but, droit dans le sujet. Le MC, c'est précisément quel est le message à transmettre. Il va mettre en lumière également ses intervenants parce qu'il a appris à les connaître, il leur a pris le temps de préparer avec eux. Donc il y a une complicité aussi qui va se jouer. Et du coup, ça va amener de la fluidité, du dynamisme, du contenu et un timing plutôt bien cadré. Et donc, il y a une grosse partie de préparation dans ce que j'entends, dans ce que tu me dis. Moi, je dis toujours que c'est un métier iceberg. C'est-à-dire que, en fait, le jour de l'événement, c'est la cerise sur le gâteau, on est arrivé à la fin. L'essentiel d'un bon, c'est comme l'improvisation. On dit une bonne improvisation, enfin, c'est celle qu'on n'a pas répétée, mais en fait, si, quelque part, c'est ça. Parce que il y a plusieurs facteurs. C'est toujours souvent une question de temps. Il y a un temps qui est imparti et dans ce temps, on a des messages à transmettre et des choses à dire. Or, on pourrait très très vite partir à dire beaucoup de choses. Donc, il faut que tout soit recentré. D'où la préparation avec les intervenants pour déterminer un fil rouge, déterminer les questions en amont. Qui va dire quoi et qu'il n'y ait pas de frustration non plus à la fin parce que quelqu'un qui commence à partir bah, il va peut-être pas aller au bout parce que malheureusement, il va falloir s'arrêter. Donc voilà, le reste est plutôt du bonus. Donc il y a toute cette préparation qui est extrêmement importante. Et en plus, le lien qui va être créé entre l'animateur, les différents intervenants, ça se ressent. Puis tout le monde n'est pas un orateur né. Beaucoup d'intervenants, parfois, que ce soit des remises de prix ou sur des tables rondes, n'ont pas toujours l'habitude d'intervenir. Et ils ont besoin d'être accompagnés, d'être guidés, d'être rassurés. Donc il y a tout un travail aussi en amont avec les intervenants. Et tu conseilles aussi sur l'organisation de l'événement, parce que tu n'as pas toujours des professionnels de l'événementiel avec toi? Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements sur lesquels je travaille déjà avec des agences. Donc là, c'est facilitant à plein de points de vue, hein, notamment tout le volet scénique, technique, etc. Et souvent, il y a déjà quelque chose qui est pas mal cadré. Il y a d'autres fois, notamment, je pense pour des associations ou des choses comme ça, où là, il y a beaucoup de conseils parce qu'en fait, ils ont une intention d'événement. Ils ont une envie par rapport à un public, mais ils savent pas trop par quel bout prendre. Puis il y a plein de formats qui existent. Donc il y a tout un volet de conseils et on va bâtir et co-construire ensemble l'événement. Et puis il y a le cas de figure où en fait, pour plusieurs raisons, ils vont pas vouloir faire appel à un maître de cérémonie. Alors, ça peut être des fois une question budgétaire, mais souvent, c'est une question de vouloir animer soi-même. Parce qu'ils veulent que ça soit quelque chose de l'interne. On ne fait pas toujours très clairement un cadeau à un président en lui demandant d'animer. Je pense à une assemblée générale, par exemple, parce le président va se retrouver face à des gens qu'il va devoir cadrer, par exemple, et il va avoir plein de responsabilités sur le temps, sur tout ça. Et il est plus mis en avant finalement ce président. Alors que s'il y a un maître de cérémonie, il va pouvoir prendre soin de lui et au contraire le mettre pleinement dans son rôle. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et donc, bah, c'est au moins de les guider et puis de donner des tips parce qu'il y a plein, plein, plein d'astuces à avoir. Moi, j'ai créé aujourd'hui un petit listing et quand j'accompagne mes clients, d'ailleurs, ce soir même, je serai à une remise de trophées et un événement où pourtant, ça fait 6 éditions que cette organisation fait cet événement-là. Et cette année, ils ont fait appel à moi et ils m'ont dit effectivement, ça change tout parce qu'on a créé ensemble un fil rouge et puis il y a plein de petites astuces auxquelles bah, ils n'ont pas pensé ou de contraintes parfois. Et ça, c'est la valeur ajoutée de pouvoir les conseiller aussi. Oui, parce que je vois ça des fois en tant que conférencier. C'est le jour, je suis dans un événement. Dans un événement, j'arrive sur scène et la personne dit, et donc maintenant, Jean-Christian. C'est tout. Je dis là, il manque un MC. Oui, parce que Virginie. c'est vrai que le MC, tu as raison de le souligner. En fait, c'est un petit peu comme annoncer un menu. À un moment donné, un conférencier, il y a une énergie dans laquelle il faut le mettre. Parce que selon le type de conférence, elles n'ont pas toutes la même vocation. Il peut y avoir une conférence inspirante et là, on va lancer la personne et on y met de l'énergie et on l'applaudit, alors qu'au contraire, et puis parfois même, il faut introduire le propos, c'est-à-dire commencer à mettre en condition le public pour que déjà, il a une idée d'où on l'emmène. Et à contrario, et ça m'est arrivé une fois sur un événement où je n'ai pas eu du tout l'opportunité de pouvoir préparer avec la conférencière. Je suis allée chercher moi-même mes infos. Je l'ai présenté. Or, précisément, il n'y aurait pas fallu que je donne les premiers ingrédients. Mais ça,
voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je refuse de présenter un conférencier sans avoir échangé avec lui avant. Ouais, c'est ça. Un peu, t'as spoilé un peu sa conf, Et peut-être. complètement, Ouais, complètement. Alors ouais. que, voilà, le MC, il va à la fois présenter et il va lancer. Il est la rampe de lancement. Et d'ailleurs, je le dis très, très souvent, dans des prises de parole, sur des tables rondes ou même des remises de prix, bah, ce qui compte, c'est d'entendre le lauréat. C'est pas le maître de cérémonie. Et pour autant, le lauréat, il va pas oser dire des choses. Il peut être timide. Moi, je vois, j'interviens, j'ai fait, là, le mois dernier, une remise de prix pour des agriculteurs. Autant vous dire qu'un agriculteur, vous l'amenez sur une scène, il ne sait pas bien comment faire. Donc là, le MC, il va amener les propos, il a interviewé avant, il va le présenter. Et puis les questions et l'échange qui va avoir lieu, cet échange, il va être préparé. Mais par contre, il faut faire attention aussi de ne pas casser la spontanéité. Moi, je leur dis toujours, je suis votre guide. Je suis une lampe de lancement. Donc, je vais vous poser une question. Mais après, on a convenu ensemble et là, on les laisse dérouler avec le plus de spontanéité possible. Oui, parce que c'est vrai que dès que ça commence à être préparé, ça peut être un peu compliqué. Oui, il ne faut pas qu'ils se sentent enfermés Ouais. en fait à Mm. se dire, ah là là, on s'est dit ça à la préparation, il faut que je dise ça. Moi, je leur fais parler de qui ils sont, de leur activité, de leur quotidien, de leurs valeurs. Et donc, il faut que ça soit le plus naturel possible. Donc, c'est juste de cadrer, c'est toujours une question de timing, hein. On sait qu'on a 6 minutes qui nous sont données. Il va y avoir 3 ou 4 questions. Et puis, c'est important de le dire parce que à un moment donné, quand on n'a pas l'habitude, on a envie de tout balancer. Et du coup, à la première question, je risque d'avoir tous les éléments et que les autres questions soient mortes. Donc, on a réparti et on sait qu'à chaque question, on va avoir à peu près cette réponse-là. C'est ça. Et donc, quand on prépare ces questions, on essaie d'avoir des questions assez précises et spécifiques, de façon à ce que, effectivement, la réponse ne contienne pas déjà toute l'intervention, quoi. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que par exemple, quand on le fait, moi je vois dans le cadre de cette remise de prix, c'est fait dans le cadre d'une banque. L'intention de la banque au travers de ça aussi, c'est de mettre en avant les valeurs communes. Et c'est ça qui est important pour un MC. Et là, moi je dis toujours, un MC, il a plusieurs cerveaux. Parce qu'il est là pour un public, déjà au départ, qui vient vivre une expérience, un moment, être témoin bah, d'une célébration ou autre. Il y a les intervenants dont il faut prendre soin. Et les intervenants, il y en a deux natures. Il y a le lauréat, par exemple, et il va y avoir aussi les autres personnes de l'organisation qui peuvent être amenées à venir sur scène. Ça peut être un remettant, ça peut être un partenaire. Donc, il faut s'adapter à chaque fois à la personne et à la relation qu'il y a avec l'organisateur à la base. Et puis en effet, l'intention stratégique aussi. S'il y a des remises de prix, c'est que derrière, il y a aussi une volonté de mettre en avant des clients. euh, et puis clairement, dans la salle, il y a aussi une vocation commerciale quelque part. Ils ont invité des prospects, ils ont invité des clients. Bah, c'est aussi pour consolider cette relation et cette confiance. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Et donc il y a toujours dans la préparation un temps d'imprégnation sur la culture notamment et l'intention stratégique de pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel événement. Mais en fait, tu as besoin rapidement de savoir quels sont les objectifs réels, qui sont peut-être parfois même des objectifs sous-jacents, qui ne sont pas forcément exprimés comme tels, mais Ah, avant de mais ce qui est préparer même tout. très amusant, c'est que j'ai vu une fois, bah, on parlait de pompes funèbres tout à l'heure, en l'occurrence, c'était ça, qui finalement sont un petit peu dans leur milieu le point commun avec plusieurs autres partenaires. Ils organisaient un événement, parce que très naturellement, en fait, ils sont un petit peu au centre de tout ça. Ils organisent un événement, l'intention était quand même la visibilité. Et quand je fais le premier rendez-vous avec eux, ils avaient prévu un super programme, ils n'étaient pas dedans. Ils parlaient pas, ils intervenaient pas et on parlait pas d'eux. Et je leur dis, vous voulez faire quelque chose en visibilité. Je dis, là, il y a quand même un manque. Et donc, c'est amusant parce qu'on peut aussi avoir l'effet inverse. J'ai eu une autre fois pour une organisation, c'était une association qui rassemblait une vingtaine d'assauts. Et alors là, c'est toujours compliqué parce qu'ils veulent fonctionner tous ensemble. Donc, il faut les voir tous ensemble et que personne ne se mette en avant. Donc, du coup, ils ont eu besoin de moi pour la coordination parce que personne ne voulait faire un peu plus que l'autre pour pas se mettre en avant. Sauf que quand on a un projet événementiel, il faut qu'il soit piloté. Et il y a bien bah, des personnes à qui on va donner la parole et probablement peut-être pas les 20. Donc, c'est comment on va réussir justement à ce que tout le monde se sente exister, valorisé, sans qu'il y en ait un qui ait le sentiment de passer devant l'autre. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux en fait. On s'en rend pas compte. Et là où ça marche, c'est quand à la fin pour le public, bah, eux ont vécu quelque chose et qu'ils n'ont pas ressenti tout ce qui pouvait se jouer derrière.
Oui, c'est ça. En fait, pour eux, les ficelles sont... Enfin, ils n'ont pas vu les ficelles. Absolument Et pas. toi, derrière, tu as pu... Tout à l'heure, tu parlais de réseau, parce que c'est ton... Alors, je t'ai prêt à dire ta deuxième activité, mais en fait, non, puisque tu me dis que tout ça, c'est lié. J'aimerais savoir justement en quoi c'est lié. En quoi, pour toi, c'est la même chose un petit peu. C'est-à-dire tout ce métier de scène, de communication, de MC et l'animation de réseau. Alors, c'est relié par le lien, en fait. Je crois que le dénominateur commun, alors, mon histoire a fait qu'au début, on me demande d'animer une communauté. Donc, c'était tout nouveau. On était sur le web 2.0, c'est pour dire au départ. Et puis, très rapidement, on s'aperçoit que quand on relie des personnes entre elles pour partager des contenus, notamment, ou pour répondre à des questions, très vite, le lien passe par le présentiel. Et le présentiel, c'est de se voir, c'est d'avoir des temps ensemble. Il faut des personnes qui animent ça. Et donc, c'est assez naturel entre le présentiel, le réseau. Euh, on retrouve ouais, c'est vraiment le lien qui fait le point commun. Et dans les réseaux, on se voit. Il y a aussi de l'événementiel, de toute manière. Et quand on fait de l'événementiel, on a relié ensemble un certain nombre de personnes parce qu'elles ont un centre d'intérêt commun ou parce qu'elles ont une activité commune. Et finalement, c'est relativement lié. C'est vrai que moi, j'ai ces deux activités qui sont à la fois très différentes, et puis parce qu'en plus, en termes d'emploi du temps, ben, un événement, c'est ponctuel. Ça demande un temps de préparation, mais je fais des événements, mais j'en fais pas tous les jours non plus. Voilà, le réseau, ça se vit presque quotidiennement, j'ai envie de dire. C'est quelque chose aussi qu'on entretient dans la durée. La différence, elle est sans doute là, c'est que un événement, même s'il est chaque année, moi j'ai des événements, je citais tout à l'heure cette remise de prix que je fais dans le monde agricole, ça doit faire 7 éditions que je fais, je crois. Elle se renouvelle tous les ans et elle est importante et c'est un rendez-vous. Mais les réseaux en eux-mêmes, bah, ils se réunissent beaucoup plus souvent. Et là, pour le coup, il y a aussi bah, du turnover parce qu'il y a des personnes qui entrent à un moment donné dans un réseau parce qu'elles ont détecté que c'était le bon endroit pour elles à ce moment-là, que ça répondait à un besoin, à une envie. Et puis c'est des cycles et ces personnes vont partir, ce sont des nouvelles qui vont arriver et il y a du mouvement. Et en fait, un animateur dans un réseau, dans un groupe, dans un club, il va être le fil rouge. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que lui va continuer de vivre l'histoire de ce groupe quand à l'intérieur, eh ben, il y a du mouvement. Voilà. Mais c'est relativement lié pour moi, le métier d'animateur, que ce soit d'animateur d'événements ou d'animateur de réseau, c'est celui qui va amener l'âme, voilà, et qui va permettre en fait ce lien de faire bien fonctionner ensemble et de mettre en avant, alors sur un thème ou sur un objectif, voilà, de tout faire concorder. Et alors, pour creuser un petit peu les réseaux, parce que tu sais que c'est mon dada, hein, c'est un peu ma passion, euh, je voulais ton avis sur les différentes formes de réseaux. En particulier, j'ai l'impression qu'il y a des réseaux qui sont plus des réseaux de relations, en fait, qui vont permettre de faire des rencontres, puis d'autres réseaux qui ont plus des objectifs précis, en particulier des réseaux business. Comment tu perçois ça? Est-ce que tu les abordes différemment? Oui, effectivement. En fait, les réseaux, les territoires en regorgent. Il y en a beaucoup qui sont très différents, qui ont des vocations différentes. Et d'ailleurs, la première des choses, quand on a envie de rejoindre un réseau, c'est de se poser la question de pourquoi. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie aujourd'hui d'aller dans tel ou tel réseau? Alors, tu le citais, il y a ceux qui sont clairement business, il y en a plusieurs, parce que mon intention, c'est qu'à un moment donné, j'ai bien conscience que tout seul, bah, ma force commerciale ne suffit pas, et puis que quand on est convaincu que le bouche à oreille bah, fonctionne bien, euh, ces réseaux-là, on en fait leur professionnalisation. On appelle, voilà, marketing de recommandation. C'est clair, c'est systématisé, on se connaît, on a confiance, on se recommande. Et donc, on a bah, la réponse à la question qu'on avait à un besoin de développement business. D'autres, au contraire, vont plutôt nourrir la personne, le dirigeant, par exemple, ou le cadre dirigeant. Je pense à l'APM ou à Germe, en effet qui sont des réseaux dits apprenants, où là, on vient pour le lien, bien évidemment, parce que, et souvent le dénominateur commun reste quand même le fait d'être entre pairs, c'est-à-dire que chaque réseau va avoir une sorte de profil un petit peu des personnes qui sont à l'intérieur. Et voilà, j'ai envie d'être entre pairs et de voir, de grandir, de progresser. Bon, bah, je vais effectivement être dans un réseau dans lequel je vais on va me proposer des expertises à forte valeur ajoutée
côté. D'autres, je pense au CJD, voilà, où on va grandir ensemble, on va co-construire. Là encore, on est vraiment dans le développement de la personne. Donc, ça va être très varié. Puis après, il y a des réseaux, je pense à la CPME, au MEDEF, beaucoup plus orientés sur le syndicat, j'aime pas bien ce terme, mais en tout cas, forme de corporation en fait professionnelle, en quelque sorte, et dans lesquelles il y a une belle diversité aussi de profils. Et ça, cette richesse-là, elle va être assez intéressante. Donc, il y a vraiment, moi, j'invite toute personne qui souhaite rejoindre un réseau à d'abord se poser la question de quoi j'ai besoin, quel est mon profil, et de faire un peu un état des lieux, une forme de cartographie des réseaux existants. Parce que c'est très varié. Moi, je suis en Auvergne, par exemple, je navigue entre le Puy-de-Dôme et la Corrèze notamment. On a un super réseau très sympa qui s'appelle Et jeudi, c'est les filles. Non, et les filles, c'est jeudi, pardon, il faut que je dise dans le bon ordre, qui au départ étaient simplement quelques jeunes entrepreneurs, souvent des solos, indépendantes, voire auto-entrepreneuses, qui ont commencé à se réunir un peu le jeudi de temps en temps. Et puis finalement, ça a vraiment bien pris. Et aujourd'hui, c'est un réseau qui fonctionne très, très bien. Et tous les territoires ont leur petit réseau comme ça, qui plus ou moins localement se sont développés. Parce qu'une chose est certaine, c'est que l'humain a besoin de liens. Il a besoin d'appartenir à un groupe et il a des besoins qui sont nourris par le collectif. Donc, en effet, et les personnes qui ne sont pas dans des réseaux en tant que tels, combien n'appartiennent pas au moins à une association, n'ont pas contribué à un moment donné au monde associatif? Et tu penses qu'à un moment donné, quand tu rejoins un ou des réseaux, à un moment donné, il faut aller s'impliquer jusque, pourquoi pas, dans la gouvernance du réseau, dans l'animation du réseau, ou tu penses qu'on peut faire du réseau simplement en étant participant? Pour moi, pour que chaque réseau fonctionne, il y a une notion qui est importante, c'est celle de l'engagement. Déjà, avant même de dire qu'on va contribuer ou pas, la première, c'est celle de s'engager, c'est-à-dire que quand on rejoint une organisation, bien, elle a un calendrier, elle a des rencontres, quelles qu'ils soient. Bah, déjà, c'est la présence. Il me semble que c'est la moindre des choses. On s'inscrit dans quelque chose, ça veut dire que les personnes s'attendent à nous voir et que déjà, que par notre simple fait de présence, et c'est déjà ce qu'on apporte au départ. Parce que quand on vient avec du partage, avec de l'expérience, on amène de la joie de vivre, enfin on amène quelque chose. Et déjà, ça pour moi, c'est le socle. La première des choses, c'est effectivement celle d'être engagé dans l'organisation dans laquelle on croit, parce que si on y va, c'est qu'on pense qu'elle est bien. Après, je trouve que, en effet, quand on peut s'impliquer, et c'est même chouette de le faire à un moment ou à un autre. On ne peut pas tous s'impliquer de la même manière, et puis parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils. Un président, c'est un profil bien spécifique. Il va y avoir un profil de leader. Tout le monde ne l'a pas forcément. En revanche, peut-être qu'on va pouvoir amener un temps à faire de l'accueil ou contribuer à un groupe de travail, parce qu'à un moment donné, on va constituer un petit comité de travail ou un groupe de réflexion, eh bien, on a forcément quelque chose à apporter. Je crois que la richesse, d'ailleurs, de ces organisations, ces réseaux, ces associations, peu importe comment on les appelle, c'est ce que chacun va pouvoir apporter. Donc oui, pour moi, on vient, tu postais il n'y a pas très très longtemps la question de donner pour recevoir. Moi, je suis d'accord avec toi, on ne vient pas dans l'attente de quelque chose. On contribue collectivement à la croissance des uns, des autres, de l'organisation. Et c'est comme ça que cette énergie-là fait que ça fonctionne. Ah, là, tu parlais et les filles, c'est jeudi, donc j'imagine que c'est un réseau féminin. Là, en l'occurrence, c'est un réseau féminin. Mais il y a beaucoup de réseaux féminins. Il y a les plus connus qu'on Alors connaît. justement, je voulais avoir ton avis en Ouais. tant que cible de ces réseaux-là. Comment tu perçois cette notion de limiter un réseau à un genre? Bon, on n'ose pas le faire pour les hommes, hein, je te l'avoue. Là, ça serait mal vu. Mais comment tu perçois ça, en fait? C'est quoi la spécificité qui fait qu'à un moment donné, on a envie de ne pas se mélanger? Alors, ça n'est que mon avis, hein, bien Bien sûr, évidemment. bien sûr, bien sûr. J'ai moi-même appartenu il y a plusieurs années aux femmes des AFE. C'était je ne sais même plus comment exactement à quoi ça correspondait. C'était les femmes entrepreneurs d'Europe, quelque chose comme ça. C'était un des premiers réseaux que j'ai rejoint, un réseau de femmes. Peut-être parce que je m'y suis sentie plus en confiance en fait au départ. Aujourd'hui, bon, moi je dis toujours, c'est toujours un sujet délicat. Le féminisme ne me parle pas parce que je ne crois pas qu'en fait, d'abord, je n'aime pas le principe de mettre dans les cases. Pour autant, il est normal que la cause féminine, voilà, évolue, etc.
une des personnes que j'admire le plus, c'est Simone Veil, donc je n'irai pas dire le contraire. Mais par contre, moi, je crois en la richesse et en la diversité. Et je pense que bah, mettre des hommes avec des femmes, c'est riche. Mélanger les métiers, c'est riche. Mélanger les niveaux sociaux, c'est riche. Euh, et, et, et pour moi, je suis plus favorable à ça. Mais pour autant, parfois, qu'il y ait un besoin de se retrouver dans un espace parce qu'il y a des spécificités qui vont être nourries à ce moment-là. Et oui, dans des réseaux féminins, bah, il y a des spécificités, il y a des problèmes communs qui vont être abordés ensemble. Et donc, il y a de la place pour tout, en quelque sorte. Mais ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, est-ce que quand je rejoins un réseau, je me sens plus femme, je me sens plus entrepreneur, je me sens plus optimiste, je me sens plus... c'est quoi que je vais aller nourrir et à quoi je vais contribuer? Mais la diversité, elle est nécessaire. Et on le voit à plein de niveaux dans plein de réseaux. Ce qui est important, c'est de comprendre la vocation de chacun. Quelle est la vocation de tel ou tel réseau? Et est-ce que c'est ça qui me correspond? Alors tu parles là, tu dis je suis optimiste ou je suis femme ou je suis personne. À propos de la Ligue des optimistes, il y a quelques mois, je suis allé à un événement. J'ai été très surpris par la variété en fait des profils qu'il y avait. Parce que c'est vrai que de par mon métier, j'ai plutôt tendance à être dans des réseaux de business, donc avec des gens qui sont entrepreneurs, etc. Et là, d'un seul coup, j'ai vu des profils très variés. Comment tu perçois de l'intérieur, parce que tu es, animatrice, tu es plus que participante de cette Ligue des optimistes de France. Parle-moi un petit peu de ce réseau. Alors déjà, ça soulève un point qui est extrêmement intéressant, toi qui es un homme de réseau, qui est la question de qui porte le réseau. Il y a des animateurs dans les réseaux, il y a des représentants officiels. Donc à la Ligue, ce sont des délégués, effectivement, des délégués en territoire. Il y en a une cinquantaine aujourd'hui. Et à la base, ce qui relie tout le monde, c'est l'optimisme. Et dans ces délégués, il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a d'autres qui sont coachs, il y en a d'autres qui sont dans le bien-être, dans des univers très très différents. Pour autant, et la vocation de la Ligue des optimismes de France, c'est de diffuser l'optimisme dans tous les domaines de vie. Donc en effet, il n'y a pas que des entrepreneurs. Moi, j'ai eu organisé des événements très très variés sur le territoire, notamment à Clermont-Ferrand, où on s'est adressé à des publics très différents et où ce qui est chouette, c'est que finalement, on peut faire des événements différents. Je l'ai eu fait dans des restaurants. Donc là, c'est tout le monde finalement qui est concerné ce jour-là. Je l'ai eu fait effectivement dans le monde de l'entreprise. Il y a des événements qui se font dans des librairies aujourd'hui. Et finalement, ce qui va fédérer sont les lecteurs, toutes ces lectures optimistes qu'on peut avoir. Ça peut être la musique, ça peut être le domaine du spectacle, de l'artistique. Et finalement, c'est selon qui est la personne qui est déléguée, le profil qu'elle a, le réseau qu'elle a et ce qu'elle a à offrir de relations, d'événements à mettre en œuvre, etc., qui va donner la couleur. Et en ça, c'est très intéressant parce que finalement, à la Ligue, il y a vraiment des profils très variés. Il y a un grand écart qui est assez important. Donc, le but de la Ligue des optimistes, en fait, c'est ça. Déjà, j'invite chacun à aller s'inscrire sur le site, c'est gratuit et de bénéficier de la lettre optimiste tous les lundis matins. Vous avez un petit billet avec un article bien écrit, hein. Il y a toute une organisation au sein de la Ligue qui permet d'écrire sur plein de sujets. Et puis, chaque délégué sur son territoire, donc il y a un agenda consolidé et vous allez voir en effet fleurir des événements très différents sur 50 endroits en France également. Voilà, donc il peut y avoir des conférences, il y a des grands conférenciers comme Philippe Gabillet, bien évidemment, qui fait partie des personnes les plus connues et célèbres à la Ligue, notamment, mais il n'y a pas que lui. C'est lui d'ailleurs non, qui a introduit en France cette ligue, non? Alors, C'est lui qui l'a il a été créée effectivement l'un des parmi les fondateurs. C'est Franck créateurs? Rock à la base. C'est parti de la Belgique, en fait, toute cette histoire. Ouais, c'est C'est ça. Ouais. amusant. Et ils ont embarqué dès le départ Jean d'Ormesson, Éric Emmanuel Schmitt, enfin plusieurs personnalités qui ont impulsé le mouvement au départ et puis qui s'est structuré. Et puis surtout, une des personnes très importantes à la Ligue, ça a été Yves de Montbron, qui en a été voilà, il était nommé secrétaire général, mais il était surtout l'incarnation. C'est lui qui a fait vivre. C'est par lui que je suis arrivée également. Donc, il y a eu en effet plusieurs personnalités. Thierry Saucé, bien évidemment, qu'on ne peut que nommer également, qui vraiment ont donné de l'ampleur en fait au mouvement. Et il y en a vraiment partout en France.
Oui, alors il y a des endroits qui sont une cinquantaine, ça fait pas toute la France, Oui, hein, bien mais sûr, bien sûr. globalement, ils sont en quête permanente en fait, hein, d'avoir des personnes qui ont envie de continuer de diffuser cet optimisme. Je le disais, ça fait partie des réseaux bénévoles où en effet, bah, quand on a envie de donner ou quand on croit en quelque chose et qu'on a envie de contribuer, c'est un bel endroit où se retrouver. Puis il y a une vraie synergie entre les délégués. On a fêté d'ailleurs son anniversaire le mois dernier. On avait comme invité Philippe Croison, voilà, qui nous a fait vivre un moment exceptionnel. Ah bah, Et là, lui, en en termes termes d'optimisme, d'optimisme, ah oui, voilà, là, exactement. Je crois que là, il a l'Oscar de l'optimisme, lui. ouais, tout à fait. Donc, c'est Corinne Laborie qui vient d'en prendre la présidence récemment. Et il y a une vraie belle dynamique. Donc, voilà, si aujourd'hui sur le territoire, vous avez envie, voilà, s'il y a déjà un délégué, ben, ça n'empêche que vous pouvez rejoindre l'équipe et puis contribuer aussi à ce mouvement. Euh, je vais un petit peu dévier de sujet. J'ai vu sur ton site que tu parlais de la notion de management. Tu fais du coaching en management en disant que tu pouvais intervenir justement avec ton expérience de réseau. Je voulais savoir un peu comment toutes ces techniques de réseau, tout cet esprit qu'on met dans le réseau, ça peut avoir un impact sur le management dans une entreprise. En quoi ça peut nous rendre service? Alors, ça dépend quel axe on prend. Bon, moi, effectivement, aujourd'hui, je suis animatrice à l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management. Donc, on est au cœur, en fait, hein, de ce sujet. Les réseaux germes également sont très au cœur, puisqu'ils s'adressent aux managers aussi. Et en fait, ces réseaux viennent nourrir des individus pour que... Il n'y a pas que la technique, en fait, en management. Il y a beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de coachs. Moi, je suis absolument pas coach. Je n'accompagne pas. D'ailleurs, l'individuel, c'est pas dans mon ADN. Moi, je suis quelqu'un du monde du collectif et je peux apporter en intelligence collective. Je pense par exemple, j'anime des codevs, enfin ce qu'on appelle de co-développement. Euh, et là, oui, ça vient nourrir effectivement et apporter et éclairer des managers quand ils assistent à des expertises avec parfois des personnalités qui viennent d'univers complètement différents du monde de l'entreprise. Moi, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans notre club un ancien astronaute, Michel Tognini, par exemple. Ça a été Gérald Garouti, qui est un metteur en scène, notamment. Et on a eu un chef d'orchestre. Enfin, voilà, on a des gens. Là, hier, j'étais sur un séminaire de jour. C'était la première femme qui a été compagnon du devoir qui est intervenue. Et en fait, tous viennent nourrir à la fois la réflexion et nous faire quitter, sortir de notre univers pour mieux y revenir. Et le management, c'est ça, ça nourrit, il n'y a pas que de la technique de leadership, il n'y a pas, voilà, il y a de la technique, c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un volet inspirant également. Et moi, c'est ce volet-là, plus sur lequel, en effet, je valorise parce que grandir, c'est se transformer. Et en fin de compte, manager, c'est évoluer en permanence. Et cette transformation, c'est de la vivre tous ensemble. Moi, c'est plutôt ce mot-là, quelque part, la transformation, la métamorphose qui m'embarque, plus même que le management, dont je ne suis finalement absolument pas expert. Parce qu'en ce moment, j'ai la sensation, enfin, de ce que j'entends, de ce que je lis et des gens que je côtoie, qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est le fait que les gens sont... C'est moins facile de manager les gens, d'animer les gens. Et j'ai la sensation que tout ce que l'on fait en réseau, qui est dans un univers où il n'y a pas de lien de subordination, finalement, on pourrait s'inspirer de ça pour faire un management, puisque aujourd'hui en management, on n'a pas les mêmes leviers qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, les gens sont plus sur le sens, sont plus sur le pourquoi je ferais ça ou je fais ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des choses, tu crois, qu'on pourrait adapter justement dans l'animation de nos entreprises? Il y a beaucoup de choses, on vit, enfin, vraiment pour moi, c'est comme ça que je le ressens, mais on vit une vraie mutation avec des changements de comportement, effectivement des questions de sens, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, pour moi, là où les choses ont vraiment beaucoup bougé, c'est depuis le Covid où à un moment donné, on s'est re-questionné, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé depuis. À un moment donné, on parlait d'intergénérationnel, le sujet, il n'est même plus là, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes de 45 ou 50 ans qui, finalement, ont des attitudes, entre guillemets, qu'on associait à des jeunes avant, et c'est plus le cas. Par contre, oui, il y a vraiment une rupture et qui est complexe
je suis pas expert et je souhaite pas, enfin, je peux pas forcément intervenir là-dessus, à part faire un constat et observer. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, je côtoie des centaines et des centaines de dirigeants et on l'entend au quotidien. La question du recrutement, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers en tension, mais il y a aussi beaucoup de personnes alors on parle des valeurs de travail. Je sais même pas si c'est ça le sujet en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des points de vue complètement différents, qu'il y a une mobilité. On ne vient plus dans une entreprise pour y faire carrière comme on le faisait effectivement autrefois. Et le sens, bah, ça bouge beaucoup, ça va très très vite. Donc, c'est toute cette forme, ça génère une instabilité et c'est ça qui est complexe. Parce que quand des entreprises ou des organisations ont besoin quand même que ça s'inscrive dans la durée, ne serait-ce que par de la formation, on a besoin de former quelqu'un à un métier, vous l'avez à peine formé, qu'il est déjà parti ailleurs et il a complètement envie de changer de métier. Je l'entends souvent au niveau de l'apprentissage. Moi, je fais beaucoup de remises de diplômes, en l'occurrence, voilà, et chez les apprentis aussi et chez les maîtres d'apprentissage que j'ai en effet interviewé parfois avant et qui disent, mais nous, on a reçu un jeune, il est arrivé, il a fait même pas 2 ans d'apprentissage, il est arrivé pour être boulanger, il est parti, il veut faire paysagiste. Et avec ce sentiment d'avoir consacré du temps, parce que la transmission, c'est quelque chose d'important, et tous les métiers, notamment autour de l'artisanat, par exemple, ou dans l'industrie, enfin, il y a des métiers très spécifiques qui nécessitent quand même un vrai savoir-faire, et ben, les compétences, elles sont là, et hop, elles partent aussi vite. Donc tout ça, ça complexifie effectivement beaucoup. Et moi, je constate surtout que beaucoup de dirigeants aujourd'hui décident de vendre leur boîte et passent à autre chose parce qu'ils n'arrivent plus à se retrouver. Il y a des difficultés de communication, de compréhension. On ne converge pas vers les mêmes intérêts. Et effectivement, c'est assez complexe. Et le fait que les gens puissent en parler en réseau, tu penses que ça les aide à faire face ou au contraire, ça les aide à décider de revendre selon l'ambiance qu'il y a dans le groupe? Il y a un effet contaminant déjà, c'est-à-dire que Ouais, c'est toi, tu as un médiocre. dirigeant qui a décidé de vendre, les autres n'y avaient pas pensé, ça leur a donné une bonne idée. Moi, je l'ai vécu dans un groupe où on a en quelque temps 6 dirigeants qui hop, ont tous... et puis, bah, parce qu'ils avaient fructifié aussi, il faut le dire clairement, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont fait une belle entreprise. Bah, c'est le moment d'aller peut-être naviguer en mer ou d'aller vivre vers des plaisirs qui s'étaient interdits jusqu'à aujourd'hui, très clairement. D'ailleurs, je me suis souvent posé la question, je dis, mais qui rachète finalement ces entreprises? Et la réponse qui m'a été récemment apportée bah, par des personnes qui font de l'accompagnement en transmission, c'est bah, c'est souvent des jeunes cadres, Bah euh, oui. cadres dirigeants qui eux-mêmes se trouvent enfermés dans l'entreprise, ont envie et rêvent d'entrepreneuriat et j'ai envie d'ailleurs de faire un parallèle. Là, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast. Et il y a énormément de podcasts extrêmement passionnants. Je crois que ça vient bien en parallèle des réseaux, d'aller se nourrir aussi de tout ça, parce que selon les angles, bah, il y a des sujets très différents. Et je pense notamment à quelqu'un qui tu connais sans doute aussi, qui est à la FCP, qui s'appelle Laurent Pelé, et qui a lancé un podcast qui s'appelle Au revoir Président, et qui est passionnant parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est comment je dis au revoir à mon entreprise pour aller créer aujourd'hui. Donc là, il y a un mouvement qui se crée depuis quelque temps qui est assez intéressant. Donc, on voit hein, que les lignes bougent, effectivement. Et donc là, on va avoir besoin du réseau pour faire bouger les lignes. Parce que j'ai des dirigeants parfois qui me disent, mais dans mon réseau, je n'arrive pas à trouver pour vendre ma boîte. Et c'est normal, parce que ton réseau, c'est que des gens de ton âge. Donc à un moment donné, effectivement, si tu en as 6 qui veulent vendre, tu n'en as pas probablement pas qui veulent acheter, quoi. Ah bah, le Donc, sujet de la transmission d'entreprise, c'est un ouais, vrai, vrai, vrai sujet ouais. aujourd'hui et à plein de niveaux, hein, parce qu'il y a faire perdurer des métiers. Moi, j'ai vu remettre des prix un jour, notamment à un boulanger, sur de l'innovation, parce qu'en fait, il avait trouvé la solution pour ne plus ouvrir le dimanche. C'est-à-dire qu'il ne trouvait personne, il n'avait plus de Ah oui, personnel ben un oui. dimanche. Il a dû mettre en place un processus à la fois pédagogique pour convaincre ses clients qu'en fait, quand ils achetaient leur gâteau le samedi, il allait être tout aussi frais le dimanche que s'ils étaient venus le dimanche. Et ils ont mis en place des procédés justement pour que le gâteau soit justement aussi frais. Et ça, typiquement, et on le voit dans l'innovation, dans plein de secteurs, il faut pallier. Donc, on invente des schémas nouveaux parce que bah, des personnes n'ont plus envie de travailler les dimanches. Et quand il s'agit de transmettre, effectivement, bah, il y a parfois c'est compliqué. Et il n'y a pas que les jeunes qui n'ont pas envie de travailler le dimanche ou qui n'ont pas envie de Non, travailler le soir, etc. je te Il y confirme. a, voilà, moi je vois énormément d'ailleurs le secteur de la restauration, on le voit, hein, souffre beaucoup.
Il y a énormément de défections d'entreprises aujourd'hui dans ce secteur parce que, en fait, ils n'arrivent plus à trouver de personnel. Mais à côté de ça, on voit des choses. On a remis un prix il n'y a pas très très longtemps, par exemple, en campagne, à un boulanger, pas un boulanger, un charcutier, parce qu'il avait mis en place dans son village une machine en distribution libre de saucisses. Et que finalement, les gens sont très contents parce que quand ils décident de faire le barbecue le samedi soir à 10 h, et ben, peu importe que le Je boucher saurais où trouver des soit ouvert saucisses. ou pas, et ben, ils ont leur saucisse à toute heure de la nuit, quoi. Enfin, et c'est ça qui est complètement fou, d'ailleurs. C'est à un moment donné, et c'est ça la transformation. C'est que quand on arrive à la fin d'un schéma parce qu'il fonctionne plus, ah, on peut décréter et dire bah ouais, et regretter, etc. Mais en même temps, ça donne lieu à quelque chose de nouveau. Et on le sait, enfin, les chiffres le disent que il y a énormément de métiers qui n'existent encore pas aujourd'hui et qu'on va découvrir dans les années qui viennent. Et donc, c'est une mutation en fait qu'on est en train de vivre. Mais les réseaux pour ça sont un endroit très intéressant en termes d'observatoire, moi je trouve, parce qu'on y échange beaucoup. Alors d'une part, ça peut rassurer de savoir qu'on n'est pas tout seul des fois à souffrir dans son coin. Déjà, en plus, il y a quand même la notion d'entraide, de solidarité. Quand on se connaît, il y a un lien de confiance. Et ça, s'il y a sans doute un dénominateur commun dans les réseaux, normalement, c'est ce lien de confiance. Voilà, on se connaît, on est entre pairs dans le secteur dans lequel on est. Et donc, bah, quand j'ai une difficulté, je vais en parler à une personne. Déjà, je vais avoir une écoute, c'est la première des choses. Et puis, deuxièmement, on va pouvoir peut-être me mettre en lien avec quelqu'un qui sera sans doute ou un pas de plus, en tout cas, vers ma solution. Et c'est marrant aussi, tu disais, ça permet aussi, c'est un peu un labo et même de tester des choses, les réseaux. Par exemple, quand je parle des réseaux sociaux, par exemple, dans mon réseau, je teste toujours un petit peu pour savoir quel vocabulaire ils comprennent ou pas, quoi. Parce qu'il y a aussi ça, on est dans notre jargon, par exemple. Et d'un seul coup, quand tu es dans un réseau, tu dis, ben moi, je compte faire ça ou parler de ça. Elle dit, c'est quoi? Et là, tu dis, OK, donc je vais reformuler. Et en fait, il y a un côté test aussi dans les réseaux que j'aime beaucoup, avec, comme tu disais, ben, des gens bienveillants, enfin, des gens qui sont ouverts, qui sont là pour toi. Et en même temps, ben, comme c'est des gens qui peuvent être potentiellement dans ta cible, si tu es dans un réseau assez large, ben, ça te permet comme ça de tester, quoi, aussi, de voir un peu si une innovation, elle marche. Il y Euh, a plusieurs phénomènes parce qu'il y a l'effet miroir et il y a un autre effet aussi, c'est celui de générer de nouvelles idées. Parce qu'on va entendre quelqu'un, qui peut nous inspirer aussi, dire, ah tiens, ça, j'y avais pas pensé. Et puis, il y a un élément que je trouve aussi très intéressant aujourd'hui, c'est la notion, on parlait de collaboration, mais de coopération. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui travailler ensemble. Là où au départ, les univers sont séparés, au-delà même de pouvoir se recommander parfois, c'est d'inventer des choses ensemble. Et ça, c'est que dans les réseaux quasiment qu'on peut voir ce genre de choses émerger. Parce que quand on dit réseau, ça peut aussi être des fédérations professionnelles. Le spectre est très très large. Et parfois, dans un même secteur, on peut trouver l'industrie peut être le point commun dans des industries très différentes et qui elles-mêmes vont allier leurs compétences. On parle de mutualisation, mutualisation de compétences. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une compétence qu'elles vont pratiquer en temps partagé. Parce qu'une entreprise n'a pas les moyens, par exemple, de prendre un directeur de la communication, eh bien, et que une personne a ces compétences-là, eh ben, elle va les mettre au service de plusieurs entreprises. Et ça aussi, c'est très intéressant. Oui, ouais, ben on voit avec le management de transition, effectivement, on a beaucoup d'offres actuellement de cadres qui se mettent en freelance ou en portage pour faire du management de transition, quoi. Bon, alors, parce que tu parles de transition, bah justement, on va pouvoir parler un petit peu de ton actualité, de ce que tu fais, des choses qui sont en train de changer pour toi, de ce à quoi on peut s'attendre en 2026. Raconte-nous un petit peu, alors, ton actualité. Alors, ce à quoi s'attendre en 2026, moi-même, à l'heure qu'il est, je n'en sais pas grand-chose. Voilà, je vous C'est plante des graines rassurant. parce qu'on pourrait croire qu'effectivement, je suis très établie dans mon métier et que ça tourne. Alors, je suis très établie sur le fait qu'en effet, je sais quelles sont mes compétences, quel est mon secteur d'activité, mais il y a plein de moyens de l'exercer. C'est pas parce qu'on est dans les réseaux que, voilà, aujourd'hui, j'ai terminé une mission avec l'un, donc je vais aller vers... Je ne sais pas encore lesquels, mais ça, c'est certain. L'événementiel, bien évidemment, que je continue. Et puis, ben, progressivement, on grandit, on apprend, on se découvre. Et moi, en ce qui me concerne, vraiment, mon accompagnement aujourd'hui dans l'animation va au-delà. Je parlais de transformation tout à l'heure. Il se trouve qu'au fil
du temps. D'abord, j'ai eu la chance de publier un livre il y a 3 ans qui s'appelle Après la pluie, le bonheur. Donc, vous l'avez compris, en introduction, je disais que le bonheur est une quête. Je vous parlais d'optimisme. Tout ça, c'est la logique des choses finalement. Et puis, dans la vie professionnelle ou personnelle, il y a des hauts, il y a des bas. Et la résilience fait partie aussi des éléments qui sont importants. C'est que quand les choses s'arrêtent, eh bien, il en faut des nouvelles à mettre en route. Là, je suis dans une troisième phase, on va dire, où bah, tout a été un petit peu chamboulé parce que c'est en écho presque direct avec ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, les choses bougent, les organisations bougent. Donc, à la lecture de ce livre, qui est un récit de vie pour lequel je partage des outils, des sources, des ressources pour accompagner les personnes qui sont en transition, eh bien, en effet, aujourd'hui, une de mes petites nouveautés, si on peut dire. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien vivre de nouvelles aventures. Donc, j'ai eu la chance l'année dernière, avec mon compagnon, on s'est lancé le défi de construire une maison. Alors, lui, on avait déjà construit deux. On a créé en Corrèze une très jolie maison au bord d'un lac et qui a pour spécificité d'avoir une énergie fabuleuse et dans laquelle, à la fin, il m'a semblé évident d'accompagner d'un point de vue collectif, justement, des personnes qui sont à cette phase de leur vie où elles sentent que quelque chose est prêt à éclore, sans peut-être tout à fait savoir quoi. Bon, elles ont bien compris que, voilà, on parlait de trouver sa place. Eh bien, c'est peut-être pas satisfaisant tout à fait, que quelque chose d'autre les appelle, que ça soit personnel ou professionnel. Et donc, j'ai mis en place un principe que j'ai appelé de séjour atelier métamorphose et qui fait que pour 5 personnes, et je ne veux pas aller au-delà, c'est de se consacrer pendant 3 jours à leur accompagnement, à un temps pour elles d'introspection, de pause, se poser un certain nombre de questions et par divers outils, notamment aussi la fameuse technique du co-développement, eh bien de repartir en y voyant beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on a pris le temps et puis que cette transformation qui était là un peu latente, eh bien d'avoir les premiers pas pour savoir comment on va la prendre et vers où aller. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je crois que tout ça est lié. C'est-à-dire que quand on va assister à un événement, on va aussi se transformer parce qu'on va écouter des orateurs, on va écouter une conférence, on va écouter des débats, on va entendre des témoignages de personnes inspirantes. Eh bien, ça nous emmène dans notre transformation. Quand on va dans des réseaux, on se transforme parce qu'on grandit au contact des autres. On va échanger, on va confronter nos idées, on va les faire évoluer et on a le droit de pas être tous d'accord et heureusement d'ailleurs. Et finalement, tout espace, tout est lié à cette notion de transformation. Et moi, c'est vraiment ça aujourd'hui. Je me dis que le rôle que j'ai à jouer dans les livres, donc j'ai publié le premier, le deuxième est en maison d'édition, j'ai démarré à écrire aussi le troisième. Et c'est aussi d'accompagner ça. C'est-à-dire par l'ensemble de la richesse aussi que j'ai pu voir de personnes que j'ai rencontrées. J'ai beaucoup évolué dans le monde du handicap. Et là, je peux dire que pour relativiser et apprendre, non, j'appelle pas ça des leçons de vie, parce que c'est pas comme ça que je veux le prendre. Mais par contre, on parlait de Philippe Croison tout à l'heure, en termes d'inspiration, je crois que là, on a de quoi se nourrir. Et tout ça, ça nous conduit vers cette transformation, celle du monde en général. Et comment on a envie de contribuer chacun en répondant à qui on est fondamentalement, en étant aligné avec nos valeurs, donc d'apprendre à se connaître. Et voilà, moi, je crois que 2026, c'est pour moi le moment de faire un peu converger finalement toutes les activités que j'ai pour venir répondre et permettre aux personnes qui sont sur ce point d'émergence de pouvoir être à leur côté et de leur faciliter tout ça. Oui, parce que on est d'accord qu'en ce moment, la période dans laquelle on est, s'il y a un truc qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes et qu'en fait, pour retrouver ces certitudes, entre guillemets, on a besoin de les trouver en soi, quoi, en fait, puisque ça ne va pas forcément venir de l'extérieur. Donc ces ateliers-là, je pense que ça doit grandement nous aider. Et en plus, ça va être l'occasion de le faire, alors que chez soi, on se dit qu'on va le faire. Et en fait, on ne le fait pas forcément. On ne se pose pas forcément avec les bonnes questions et encore moins avec un regard extérieur, quoi. Ce qui est amusant, c'est qu'en général, on ressent, quand c'est le moment, c'est le moment. Je dis Ouais. toujours pourquoi est-ce qu'on est à tel moment et on n'est pas né 2 heures plus tôt, pourquoi telle chose arrive à tel moment. Parfois, certains vont sentir ça comme un appel, d'autres, ça va être un déclic, certains, ça va être une rencontre, parfois la lecture dans un livre. Et il y a ce moment de bascule où on sent que c'est l'heure, qu'il est en train de se passer quelque chose. Et je crois que c'est ça, en fait. On n'est pas tous, on parle de la crise de la quarantaine, on sait qu'effectivement c'est un âge où souvent on remet plein de choses en cause, les enfants sont plus grands, il est peut-être l'heure de se poser la question de ce qu'on a envie de faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce que l'on fera, et on le voit dans de nombreuses reconversions professionnelles aujourd'hui, c'est lié à l'identité et aux valeurs.
quand on sait qui on est, ce pourquoi on est là et quelles sont les valeurs qui sont fondamentales pour nous, ça nous guide dans ce qu'on veut aller faire. On part par l'être et après, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire pour soi, pour les autres, pour contribuer au monde. Il y a des gens dont le domaine social est fondamental, d'autres au contraire qui vont être plutôt sur quelque chose de plus personnel ou une création, voilà, dans un monde où on est mieux tout seul. Et à chacun de trouver sa place, en fait, tout simplement. Et c'est bien, je trouve que c'est une belle conclusion parce que j'entends souvent des gens parler d'optimisme. Et en fait, ben, quand je te parle, pour moi, c'est l'optimisme mis en action. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, de toute façon, il y a quelque chose derrière qui va se passer et ça va forcément à un moment donné être une opportunité. Donc, ben voilà, je trouve que c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Virginie, pour cette bouffée de bonheur, de bonne humeur. Et ben, écoute, on va suivre de tout près. Je mets dans la description. De la vidéo et du podcast, évidemment, toutes tes coordonnées. J'attends avec impatience de voir ton nouveau livre et puis aussi de recevoir bah, les infos pour ton atelier de 3 jours. J'ai hâte d'aller visiter la Corrèze. Avec plaisir, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. À très Merci à bientôt. toi.